Chunk One. Je n'ai pas eu de téléphone portable avant l'âge de 30 ans. Le fils de Rhea Perlman, Elijah Blue, lutte contre la dépendance depuis des années. En décembre 2023, elle s'est rendue au tribunal pour tenter de contrôler ses finances, craignant qu'il ne gaspille tout en drogue. La bataille juridique a duré 9 mois avant qu'elle n'abandonne l'affaire. Mais, en juin 2025, la police l'a trouvé agissant étrangement chez lui, en présence de drogue. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. À 77 ans, Rhea regarde impuissante son fils se détruire. Elle a remporté 4 Emmy Awards et gagné des millions, mais elle ne peut pas sauver la personne qui compte le plus. La culpabilité la tue. Rhea Perlman est née le 31 mars 1948 à Coney Island, à Brooklyn, dans un foyer empreint d'une détermination tranquille. Ses parents étaient des immigrants juifs de Pologne et de Russie, venus en Amérique à la poursuite du rêve que tant d'autres espéraient trouver après la Seconde Guerre mondiale. Son père, Philippe, dirigeait une usine de pièces de poupées, non seulement y travaillant, mais dirigeant tout l'endroit, ce qui donnait à la famille un peu plus de stabilité que la plupart des immigrants n'en avaient à l'époque. Sa mère, Adèle, travaillait comme comptable pour joindre les deux bouts. C'était seulement 3 ans après la fin de l'Holocauste. Et dans un quartier de Brooklyn, où de nouvelles vagues de familles juives essayaient de reconstruire leur vie, Rhea est entrée dans un monde encore en guérison, encore en mutation. Elle a grandi à Bensonhurst dans les années 1950, un endroit dur mais plein de caractère. Le quartier était principalement italo-américain à l'époque, mais les familles juives comme la sienne s'y installaient rapidement. Étant l'aînée de 2 sœurs, Rhea devait aider à la maison. Sa jeune sœur, Haïda, deviendrait plus tard une scénariste et productrice de télévision à succès, mais à l'époque, ils n'étaient que tous les 4 à joindre les deux bouts. Son père travaillait de longues heures et sa mère s'occupait de la maison. Ce genre d'enfance ne laissait pas beaucoup de place à la douceur. On apprenait à être vif, à défendre son territoire, à aider tôt et souvent. Ce quartier lui a appris à parler vite, à penser encore plus vite et à ne jamais reculer. Il lui a donné une attitude courageuse et pragmatique qui transparaîtrait plus tard dans chacun de ses rôles. Enfant, Rhea était attirée par la performance, non pas par des cours formels, mais par quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Sa famille l'emmenait voir du théâtre yiddish, l'un des derniers âges d'or de celui-ci avant que la télévision ne prenne le relais. Il s'agissait de spectacles remplis de passion, d'humour et de culture qui remontaient au vieux pays. Ce mélange de langue, d'émotion et d'identité a contribué à façonner son idée de ce que pouvait être le jeu d'acteur. Dans ces petits théâtres nichés dans les quartiers juifs de Brooklyn, elle a commencé à voir le pouvoir du personnage et de l'humour bien avant de monter sur une vraie scène. Mais grandir juive dans le Brooklyn des années 1950 n'était pas facile. Chunk 2. Même dans un endroit rempli d'immigrants, l'antisémitisme existait souris et toujours. Rhea a été confrontée à du harcèlement, des insultes et le genre de rejet subtil qui vous marque. Ses premiers coups ne l'ont pas brisée. Ils ont construit quelque chose en elle. Elle a appris à riposter en utilisant ses mots. Le sarcasme est devenu son armure, l'esprit vif son arme. Cette dureté n'était pas seulement pour la survie. Elle est devenue plus tard son atout à l'écran, en particulier dans des rôles comme celui de Carla Tortelli, la serveuse à la langue acérée de Cheers qui ne laissait jamais personne avoir le dernier mot. À l'âge de 10 ans, vers 1958, Rhea avait déjà commencé à jouer dans des pièces de théâtre scolaire. Un de ses premiers rôles l'a amené à prononcer des répliques avec un timing si parfait que les enseignants ont commencé à remarquer qu'elle était différente. Ce n'était pas juste un jeu d'acteur mignon, c'était un vrai talent. Elle avait quelque chose qui faisait rire les gens sans trop d'efforts. Et dans les écoles où les programmes artistiques étaient limités, surtout pour les enfants de la classe ouvrière, se démarquer de cette façon signifiait quelque chose. Même sans relation dans le monde du spectacle, elle a trouvé son chemin vers la scène et n'a jamais oublié ce que l'on ressentait quand un public riait avec elle. Elle a transporté cette passion à l'université,
s'inscrivant à Hunter College à Manhattan au milieu des années 1960. Elle a obtenu son diplôme en 1968 avec un diplôme en art dramatique. C'était une période turbulente à travers le pays avec des manifestations, des marches pour les droits civiques et des mouvements anti-guerre croissants. Mais au milieu de tout ce chaos, Hunter College était un endroit où l'on apprenait aux acteurs à défier la norme. Le département de théâtre encourageait l'audace et les étudiants étaient entourés de la scène artistique sauvage et expérimentale de New York. Elle n'apprenait pas seulement des répliques, elle apprenait à dire la vérité à travers la performance. C'est là que son amour pour les personnages courageux, réels et imparfaits a pris racine. Après l'université, Rhea a fait son premier pas professionnel dans la scène off Broadway de New York. Son premier rôle connu était dans une production de 1970 appelée Dracula Sabbath, qui a duré jusqu'en juin 1971. En 1972, elle est apparue dans une production théâtrale féministe appelée Up and Uppity Review, créée par le West Beth Playwrights Feminist Collective. Ce n'était pas juste du théâtre, cela faisait partie du mouvement de libération des femmes. Ces pièces ne portaient pas sur des performances raffinées ou de jolis décors. Chunk 3. C'était des pièces brutes, en colère et honnêtes sur la vie des femmes, et Rhea s'y est sentie attirée. Elle a joué aux côtés de Danny DeVito, qui deviendrait plus tard son mari. Ils ont cliqué à la fois sur scène et en dehors, construisant un lien personnel et professionnel qui durerait des décennies. La même année, en 1972, elle a fait ses débuts au cinéma dans un petit film étudiant étrange intitulé Hot Dogs for Gohan, réalisé par Martin Brest, qui réalisera plus tard Le flic de Beverly Hills. Rhea y a joué un petit rôle, mais il était important pour deux raisons. Premièrement, il l'a mise devant la caméra. Deuxièmement, elle a été choisie aux côtés de DeVito à nouveau, approfondissant leur lien. Des décennies plus tard, la Bibliothèque du Congrès qualifierait le film de trésor culturel et l'ajouterait au registre national du film. Même le Musée d'art moderne l'a ajouté à sa collection permanente en 2024. À la fin des années 1970, elle commençait à se faire remarquer à la télévision. En 1977, elle est apparue dans un téléfilm intitulé Intimate Strangers, l'un des nombreux petits rôles qui ont étoffé son curriculum vitae. Les années suivantes ont été remplies d'auditions, de rejets et de petites apparitions. Elle ne mesurait que 1,50 m et les directeurs de casting ne savaient souvent pas quoi faire de quelqu'un qui ne correspondait pas au moule télévisuel typique. Mais dans ses luttes, elle a appris la persévérance. Sa grande chance n'était pas loin. En 1982, elle a de nouveau joué aux côtés de Danny DeVito dans un téléfilm intitulé The Selling of Vince D'Angelo. Il l'a réalisé et ils ont joué un couple marié. L'art imitant la vie. La même année, tout a changé. Elle a décroché le rôle de Carla Tortelli dans une nouvelle sitcom intitulée Cheers. Rhea Perlman n'est pas tombée par hasard sur le rôle de Carla Tortelli. Elle l'a gagné avec une performance qui a fait tourner les têtes. Les producteurs l'avaient vue sur scène jouer un personnage dur. Rien à voir avec la douce Zena qu'elle jouait dans Taxi. Ce contraste a prouvé qu'elle avait une grande palette. James Burrows, qui avait déjà travaillé avec elle, a cru en elle dès le début. Il savait qu'elle pouvait réussir l'humour mordant et les répliques cinglantes de Carla, et il avait raison. Dès qu'elle est entrée dans le bar de Cheers en 1982, elle a apporté une énergie qu'aucune autre ne pouvait. Carla n'était pas seulement drôle. Elle était vive, brute et inoubliable. Chunk 4. En 2011, NBC l'a classé comme l'un des plus grands personnages de télévision de tous les temps et le monde était d'accord. Lorsque Perlman a rejoint Cheers, quelque chose d'autre s'est produit qui n'aurait pas pu être mieux planifié. Elle était en fait enceinte et au lieu de le cacher, les scénaristes l'ont intégré à l'histoire. Cela a rendu le personnage de Carla encore plus réel. Alors que la série avait encore du mal à trouver son public lors de cette première saison, sa performance lui a donné un rythme cardiaque solide. Elle ne se contentait pas de lancer des blagues.
Elle montrait ce que c'était que d'équilibrer la vie réelle et la comédie à l'écran sans perdre une miette. Cette intrigue de grossesse a aidé Carla à devenir plus qu'un simple soulagement comique. Elle est devenue quelqu'un à qui les téléspectateurs pouvaient réellement se soucier. En coulisses, cependant, les choses n'étaient pas toujours faciles. Shelley Long, qui jouait Diane, avait la réputation de s'investir à fond dans son personnage. Après les répétitions, elle restait des heures à analyser chaque réplique. Ce n'était pas du drame pour le drame. C'était juste son processus, mais cela créait un peu de distance entre elle et le reste de la distribution. Même Perlman a admis en 2019 qu'il y avait un peu de tension, bien que rien de comparable à ce que les rumeurs suggéraient. Lorsque Long a quitté la série en 1987, Perlman a simplement dit que la vie continuait, et c'était le cas. Kirstie Alley est arrivée. Cheers a continué. La même année, la famille réelle de Perlman a commencé à faire partie de la famille Cheers, elle aussi. Son père, Philip, a commencé à apparaître en arrière-plan. Les gens l'adoraient tellement. Ils ont commencé à appeler son personnage par son vrai nom, Phil. Il a fini par parler dans plus de 30 épisodes. Sa sœur Haida travaillait déjà à la télévision comme scénariste et productrice. Pour Rhea, Cheers n'était pas qu'un travail. C'est devenu une affaire de famille. Et en 1944, lorsqu'elle a remporté son premier Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle, elle a eu l'impression que tout se mettait en place. Elle était passée d'un petit rôle dans Taxi à devenir l'une des forces les plus puissantes de la comédie télévisée. En 1986, elle avait déjà remporté 2 Emmy Awards. Elle a fini avec 4 victoires au total et 10 nominations, plus que quiconque dans la série. Chunk 5. Sa comédie physique était d'un autre niveau. Les gestes sauvages de Carla, ses insultes rapides, son énergie constante, tout cela est devenu une partie de ce qui a rendu Cheers si emblématique. Et même si elle a été nommée chaque année, sauf en 1992, elle ne s'est jamais laissée monter à la tête. Elle a juste continué à se présenter et à faire le travail. Cheers elle-même évoluait également. Ce qui a commencé comme une série en difficulté en 1982 est finalement devenu l'une des sitcoms les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Elle a remporté 20 Emmy Awards sur 95 nominations. Et Perlman était présente à chaque épisode, les 273. Un moment qui reste gravé dans les mémoires, c'est lorsque l'acteur Jay Thomas, qui jouait l'intérêt amoureux de Carla, Eddie Lebec, a dit quelque chose sur son émission de radio qui a contrarié tout le monde. L'auditeur a posé des questions sur le travail sur Cheers, et Thomas a répondu « C'est brutal, je dois embrasser Rhea Perlman ». Cette seule phrase lui a tout coûté. Les producteurs étaient tellement offensés qu'ils ont tué son personnage dans la série. Ils ont fait mourir Eddie dans un accident de Zamboni hors écran, alors que Carla était enceinte de jumeaux. Thomas a affirmé plus tard qu'il parlait du personnage de Carla, pas de Perlman elle-même, mais le mal était déjà fait. Pendant ce temps, la vie réelle de Perlman a continué à s'intégrer à la série. Elle a eu d'autres enfants avec son mari, Danny DeVito. Et chaque grossesse a été soigneusement intégrée au scénario. Au cours de la saison 3, elle et Shelley Long étaient enceintes, mais seule celle de Perlman était visible à l'écran. C'était un choix. Les producteurs ont embrassé sa réalité et l'ont intégrée à celle de Carla. Lorsque la chaîne lui a offert une série dérivée en 1997 intitulée The Tortellys, elle a refusé. Elle ne voulait pas quitter le bar ni le personnage. La série dérivée n'a duré que 13 épisodes sans elle, mais Cheers a continué pendant 6 saisons de plus. Sa loyauté envers la série et les gens qui y travaillaient n'a jamais faibli. Elle est restée du tout début en 1982 jusqu'à l'épisode final en 1993. Ce genre de constance est rare à la télévision. Et même après que le bar ait fermé ses portes, la reconnaissance a continué à venir. En 2006, elle a été honorée d'un TV Land Legend Award aux côtés de Ted Danson, Shelley Long et John Ratzenberger. Carla est même apparue dans des épisodes croisés d'autres séries, comme Saint Elsewhere, Les Simpsons et Frasier.
Et en 2024, plus de 30 ans après la fin de Cheers, elle a reçu une nomination au Screen Actors Guild Award pour son rôle dans Barbie. À 76 ans, elle était toujours reconnue pour l'éthique de travail et l'esprit qu'elle avait apporté à Cheers toutes ces années. En 1996, Rhea Perlman a joué l'un de ses rôles les plus inoubliables, celui de Madame Chunk Sis, Wormwood dans le film Matilda, réalisé par son mari dans la vraie vie, Danny DeVito. Mais ce que le public voyait à l'écran n'était que la surface. La transformation en coulisses était si intense qu'elle s'est presque transformée en un personnage entièrement différent qui naissait chaque matin. Les maquilleurs ont peint des centaines de minuscules veines sur son visage et ils ont même coloré chaque poil de pêche avec une baguette de mascara. Le résultat lui a donné une drôle de moustache et une barbe qui avaient l'air ridicules exprès. Ses sourcils ont été assombris au point de l'absurde et ses dents ont été peintes avec une teinte spéciale de tabac qui les a fait paraître tachées et jaunes. Cela a demandé du temps, des efforts et une confiance sérieuse. Mais quand Perlman se regardait dans le miroir, elle ne se voyait plus. Elle voyait Madame Wormwood la regarder en retour, forte et fière. Les gens sur le plateau, quand elle arrivait à la remorque, elle n'était que Rhea. Mais quand elle sortait, c'était une personne complètement différente. Elle n'a pas bronché face aux exigences du rôle. Elle a laissé l'équipe faire tout ce qui était nécessaire pour faire briller le personnage. La scène du gâteau, l'un des moments les plus commentés du film, a pris environ 2 semaines à filmer. Et oui, il y avait du vrai gâteau, beaucoup de gâteaux, assez pour rendre toute l'équipe malade de sucre. La même année, Perlman a fait son retour à la télévision. En septembre 1996, elle a joué dans Pearl sur CBS, jouant Pearl Caraldo, une veuve vive et travailleuse qui dirigeait un quai de chargement le jour et s'inscrivait à des cours du soir dans une université d'élite la nuit. Mais l'école n'était pas facile, surtout avec un professeur comme Stephen Pinch, joué par Malcolm McDowell, qui s'était donné pour mission personnelle de la faire se sentir petite. Il croyait que l'éducation était réservée à l'élite et a constamment essayé de la pousser vers la sortie. Au début, cela semblait prometteur, mais bientôt, quelque chose a commencé à clocher. Même Perlman l'a remarqué. La série, selon elle, n'arrêtait pas de faire la même chose encore et encore. Chaque épisode suivait la même routine. Le professeur essayait de l'humilier. Elle ripostait avec des répliques cinglantes. Et puis, tout se réinitialisait. C'est devenu répétitif. Et en février 1997, Perlman a admis que cela ne répondait pas tout à fait aux attentes. Les audiences étaient faibles et les producteurs se sont empressés de réparer les dégâts. Chunk 7. Ils ont changé le format, ont introduit plus d'humour physique et ont essayé de rendre les histoires moins coincées. Mais malgré tous les changements, Pearl a diffusé son dernier épisode le 25 juin 1997, se terminant discrètement après une seule saison. Rhea Perlman est née le 31 mars 1948 à Coney Island, mais a grandi à Bensonhurst, à Brooklyn, et sa voix a emporté cet accent partout où elle allait. C'était vif, familier et réel, quelque chose que les gens n'oubliaient pas. Cette voix est devenue une arme secrète, même après la fin de Cheers, et que Carla Tortelli soit devenue un souvenir des années 80. Sa voix l'a maintenue en vie dans le monde de l'animation. Elle était Judith dans le film Sing de 2016, et son ton apportait une chaleur et une attitude qui ne pouvaient pas être feintes. Que les enfants connaissent ou non son visage, ils connaissaient cette voix. Au fil des ans, elle a continué à apparaître dans des projets d'animation, devenant une sorte de guide caché à travers les générations qui ne savaient même pas qu'elle avait régné autrefois sur les heures de grande écoute de la télévision. En 2015, elle est apparue dans I'll See You in My Dreams, jouant une femme nommée Sally. Ce n'était pas un grand rôle tape à l'œil, mais c'était honnête. L'histoire parlait de vieillir et de retrouver l'amour après la perte, et cela l'a touchée de près. Lors d'une visite à la communauté de retraités Royal Oaks, où le film a été tourné, elle a parlé de la façon dont le tournage de ces scènes lui avait fait penser au vieillissement.
Elle a dit que cela lui faisait peur, mais que regarder les gens qui vivaient, là la calmait un peu. C'était le genre de film qui ne prétendait pas que vieillir était facile, et elle non plus. Elle avait passé des décennies avec Danny DeVito, et bien que leur relation ait eu ses hauts et ses bas, elle lui a donné une fenêtre personnelle sur le poids silencieux que l'amour et le temps transportent sans morte. En 2021, le monde avait changé. Le COVID-19 avait touché presque toutes les vies, et les personnes les plus durement touchées étaient souvent plus âgées, souvent isolées. Perlman avait 73 ans cette année-là. Des études de cette époque ont montré que plus d'un tiers des personnes hospitalisées pour le COVID ressentaient des symptômes de stress post-traumatique peu de temps après leur sortie. Les femmes étaient particulièrement vulnérables. Si Perlman avait vécu cela elle-même, elle aurait fait partie des personnes les plus touchées mentalement, même si les gros titres ne l'avaient jamais rapporté. Et cela compte parce que derrière chaque célébrité se cache toujours une personne qui peut avoir peur, être confuse et ébranlée par des choses auxquelles elle ne s'attendait jamais. Puis vint 2023 et avec lui, un rebondissement que personne n'avait vu venir. Perlman a joué dans l'un des plus grands films de l'année, Barbie. Mais elle n'a pas joué un jouet ou une blague. Elle a joué Ruth Handler, la créatrice réelle de Barbie. Ses scènes étaient douces et mystérieuses. Elle a partagé des moments tranquilles avec la Barbie de Margot Robbie dans une cuisine paisible. Et, au début, vous ne saviez même pas qui elle était. Chunk 8. Elle semblait savoir des choses pour comprendre le sens profond du voyage de Barbie. Ce n'est que plus tard qu'elle a révélé son nom, Ruth, et avec une petite phrase, elle a fait allusion aux problèmes juridiques de la vraie Handler, y compris les accusations d'évasion fiscale d'il y a des décennies. Cette scène a donné au film quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Ce n'était pas que des poupées et du rose néon. Il avait un cœur qui battait, et Rhea Perlman lui a donné ça. Même en 2025, elle n'a pas ralenti. À 77 ans, elle est apparue dans Poker Face, une série policière à suspense, et son nom était toujours assez fort pour attirer l'attention Salvation. La même année, la série Netflix de Lena Dunham, Too Much, est devenue l'une des comédies romantiques les plus commentées. Et même si les détails sont vagues, le lien de Perlman avec la narration moderne l'a maintenue pertinente. Ses racines à Brooklyn et l'histoire de sa famille juive polonaise ont toujours façonné le personnage qu'elle joue. Enracinée, courageuse et pleine d'âme. Sa sœur, Ida Perlman, productrice et scénariste qui a également travaillé sur Cheers et Frasier, est restée membre de son cercle créatif. Ce que montre la carrière de Perlman est quelque chose de rare. Elle ne s'est pas accrochée à un rôle ou à une époque. Elle a laissé son travail évoluer. Elle est restée honnête, n'a jamais essayé de devenir quelque chose qu'elle n'était pas. Et d'une manière ou d'une autre, cela l'a rendue parfaite pour chaque décennie dans laquelle elle est entrée. Que ce soit de l'animation, une romance tardive, l'incertitude de l'ère de la pandémie ou un monologue tranquille dans un monde de rêve. Barbie Rhea Perlman n'a jamais disparu. Elle a juste continué à trouver de nouvelles façons de se montrer. Et quand elle le faisait, cela semblait toujours réel. Tout a commencé le 17 janvier 1971. Rhea Perlman n'avait aucune intention de rencontrer l'amour de sa vie ce soir-là. Elle était juste là pour voir un ami dans une petite pièce off-Broadway appelée The Shrinking Bride. Mais une fois qu'elle a vu Danny DeVito sur scène, quelque chose a changé. Il ne mesurait que 1,47 m, mais il s'est approprié la scène comme personne. Rhea ne pouvait pas le quitter des yeux. Elle a dit plus tard qu'elle l'avait dragué à fond et quoi qu'elle l'ait fait, ça a marché. En moins de 2 semaines, elle avait emménagé dans son appartement de Manhattan. 2 semaines, pas des mois, pas des années, 2 semaines. Ce genre de rapidité n'était pas courant, même dans les années 70, pourtant libérée. Leur famille était stupéfaite. Chunk 9. Elle était juive. Il était catholique. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient inséparables.
Et ce qui a commencé comme une étincelle sauvage s'est transformé en un lien qui allait défier toutes les attentes d'Hollywood pendant plus de 4 décennies. Ils ont attendu 11 ans avant de se marier. 11 ans de vie commune dans un monde où la plupart des couples se précipitaient pour se marier. Le 28 janvier 1982, ils l'ont finalement fait. Seulement 20 personnes ont été invitées. C'était un jeudi pluvieux à Los Angeles. Pas de photographes, pas de couverture de magazine, juste 2 personnes faisant une promesse silencieuse. Le timing n'aurait pas pu être plus intéressant. Taxi, la série qui a fait de DeVito une star, était sur le point de se terminer. Et Cheers était juste au coin de la rue pour Ria. Son rôle de Carla Tortelli allait bientôt devenir emblématique. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait pas de célébrité ou de timing. Il s'agissait de 2 personnes qui avaient pris leur temps et qui se sentaient maintenant prêtes. Ils n'avaient pas besoin d'une cérémonie ostentatoire pour prouver quoi que ce soit. Puis est venue la partie que personne n'avait vu venir. Après 30 ans de mariage, ils se sont séparés en octobre 2012. Les fans ont été choqués, mais quelques mois plus tard, en mars 2013, ils se sont remis ensemble. Les gens pensaient à ça que c'était fini, mais ils n'en avaient pas ça se terminer. Cette deuxième chance a duré jusqu'en mars 2017, date à laquelle ils se sont à nouveau séparés en silence. Cette fois, c'était permanent, et pourtant, ils n'ont jamais divorcé. En 2024, ils vivent séparés depuis plus de 7 ans, mais restent légalement mariés. Ria a clairement indiqué dans un podcast de 2023 qu'ils se considèrent toujours comme une famille. Il n'y a pas eu de dispute publique, pas de guerre juridique, pas de chamaillerie pour l'argent. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de raisons à la séparation, mais n'a pas donné de détails. Leurs 3 enfants, Lucy, Grace et Jake, ont toujours été la priorité. Ils partagent même du temps avec leur petite fille Sinclair, qui a eu un an le 17 mars 2024. Chunk, 10. Leur histoire est devenue quelque chose de rare dans le monde des ruptures, une sorte de séparation pacifique qui n'a pas brisé la famille. Mais la paix ne voulait pas dire que c'était facile. Ria a admis dans des interviews que la première séparation avait été incroyablement difficile. Elle a dit qu'il avait fallu du temps pour parvenir à ce qu'elle appelle maintenant une entente assez décente. Elle vit seule maintenant, à l'exception de son chien, qu'elle appelle en plaisantant son partenaire de vie. Elle n'aime pas la solitude, même si elle avait l'habitude d'apprécier les moments de calme lorsque Danny était en tournage. Elle a un jour ri de l'idée de se remettre à fréquenter quelqu'un, disant qu'elle ne considérerait que quelqu'un de vraiment merveilleux, riche et célèbre, magnifique et beaucoup plus jeune. Sous l'humour, cependant, il y avait de l'honnêteté. Être seul n'est pas facile, même après toute une vie d'amour. Et puis vint le moment qui fit faire une pause aux gens. Aux Emmy Awards de 2024, ils se sont présentés ensemble, souriants, parcourant le tapis rouge avec leur fille, Lucy. Pendant la cérémonie, Danny a fait un signe de tête chaleureux à Ria, en disant « Même Ria en a gagné 4 pour Cheers ». C'était simple, mais cela disait tout. Les Emmy Awards avaient été retardés en raison des grèves des 16 scénaristes et des acteurs de 2023. Leur apparition a donc semblé encore plus significative. Dans les interviews qui ont suivi, Danny a dit qu'ils allaient très bien. Ils se voient souvent. Ils partagent leur petite fille. Ils se présentent pour les anniversaires et les fêtes. Ria l'a dit clairement. Ils ne divorceront jamais. Ce qu'ils ont construit maintenant n'est pas un mariage typique, mais c'est réel. Et d'une certaine manière, c'est peut-être même plus fort. Lorsque George Wendt est décédé le 20 mai 2025 à l'âge de 76 ans, personne ne l'avait vu venir. Il avait joué Norm Peterson dans Cheers pendant plus d'une décennie, devenant l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine. Il était drôle, familier et réconfortant, comme un ami que vous connaissiez depuis toujours. Et juste comme ça, il était parti. Sa mort n'était pas seulement une ligne dans les nouvelles. C'était une fissure soudaine dans quelque chose qui avait autrefois semblé intemporel. Rhea Perlman, qui avait travaillé avec lui pendant des années, avait le cœur brisé. Elle a déclaré au New York Post que c'était la chose la plus triste qui soit,
non seulement parce qu'il était mort, mais parce que personne ne s'y attendait. Chunk, 11. Un an plus tôt, en 2024, ils avaient tous été à nouveau réunis aux Emmy Awards pour une réunion de Cheers. Il avait l'air en bonne santé. Il semblait bien. Perlman a même dit qu'elle l'avait vu, lui et sa femme Bernadette Burkett, dans les environs de la vallée de San Fernando et que tout semblait normal. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit de grave, mais la vérité était cachée. Son certificat de décès indiquait une insuffisance cardiaque congestive, une maladie coronarienne et de l'hypertension. Rien de tout cela n'était apparu à la surface, et cela a rendu la situation pire pour ceux qui l'avaient aimé. Il n'y a pas eu tout le temps pour ceux qui n'ont pas le temps de se préparer, pas d'avertissement, juste le choc d'un ami qui disparaît, ne laissant derrière lui que des souvenirs. Et un silence qu'aucun rire de sitcom ne pourrait jamais combler à nouveau.